L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour et bienvenue dans notre émission Carnet de route. Je suis Manon. Nous continuons notre voyage extraordinaire au cœur de la civilisation chinoise. On est toujours à Qufu, dans la province du Shandong, ville natale de Confucius et berceau du confucianisme. Et je suis toujours avec mon collègue Rocco. Et bonjour Rocco. Bonjour Manon, bonjour à nos chers auditeurs. Et Rocco, suite à l'émission précédente, je vais continuer à vous interroger sur Qufu. Quelle est la meilleure période pour visiter Qufu? La question du timing est cruciale, Manon, parce que les printemps entre avril, mai et l'automne, septembre, octobre sont idéaux. Et je voulais dire, constituent une période idéale. Le climat est agréable, ni trop chaud, ni trop froid. Et la nature est magnifique. Le flair des pêchers au printemps, les feuilles dorées en automne créent un cadre enchanteur. Si vous voulez vivre une expérience vraiment unique, je recommande de venir pendant le festival de Confucius fin septembre. C'est extraordinaire. La ville entière se transforme en scène vivante, reconstitution historique, cérémonies traditionnelles, concerts, conférences, etc. C'est l'occasion de voir le confucianisme non comme une philosophie abstraite aux yeux des gens d'aujourd'hui, mais comme une tradition vivante, des activités folkloriques vivantes. Et cela doit être spectaculaire et en termes de durée de séjour. Oui, en termes de durée de séjour, là, je recommande au minimum 3 jours complets pour vraiment apprécier Qufu. Alors, Rocco, si on prévoit 3 jours pour la visite, vous pouvez nous donner votre itinéraire idéal pour la visite du Qufu, pays natal de Confucius, dans la province du Shandong. Par exemple, premier jour. Voici donc mon itinéraire idéal. Premier jour, consacrez-le entièrement au temple de Confucius. Prenez votre temps, imprégnez-vous de l'atmosphère. Alors, pour la visite du temple de Confucius, il doit avoir beaucoup de monde. Et vous avez des conseils à nous donner? Et je conseille d'arriver à l'ouverture vers 8 heures quand la lumière matinale filtre à travers les cyprès et que les lieux sont encore calmes. D'accord, il y a moins de monde. Oui, participez si possible à la cérémonie du matin, même simplifiée pour les touristes, elle reste émouvante. D'accord, et l'après-midi? Oui, explorez les cours latérales souvent négligées par les groupes. C'est là que vous trouverez des trésors cachés, stèles anciennes, pavillons tranquilles, parfois un calligraphe au travail. Et pour le deuxième jour? Oui, le matin, consacrez-le à une visite à la résidence Kong. Prévoyez au moins 4 heures, c'est un véritable dédale. Je recommande de prendre un guide pour ne pas manquer les histoires fascinantes liées à chaque salle. L'après-midi, flânez dans le vieux quartier autour de la résidence. Le ruelle pavé, les maisons traditionnelles, les petites échoppes d'artisanat, etc. C'est là vraiment qu'on peut sentir l'âme de Qufu. Pour les amis qui partent à Qufu, ne manquez pas l'atelier de sceaux traditionnel où vous pourrez faire graver votre nom en caractère chinois comme souvenir. Et puis le maître qui produit les sceaux, c'est l'un des descendants de Confucius. Et le troisième jour, Rocco? Le troisième jour sera consacré à la visite du cimetière de Confucius le matin. Là, on doit partir tôt, déjà vers 7 heures, pour profiter de la brume matinale qui donne au lieu une atmosphère mystique extraordinaire.
Pour cela, Manon, il faut prévoir de bonnes chaussures. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de temps de marche. Ah, d'accord. L'après-midi, selon vos intérêts, vous pouvez visiter les temples de Mencius à Zhucheng, à 20 km de Tsufu. Mencius était le second sage du confucianisme et son temple moins touristique offre une expérience plus intime. Et ces conseils sont précieux. Et parlons maintenant de l'hébergement et de la gastronomie locale. Des questions pratiques. Oui, pour l'hébergement, là je recommande vivement de séjourner dans les quartiers historiques. Plusieurs maisons traditionnelles ont été converties en boutiques-hôtels. Mon préféré est une ancienne demeure des marchands du XVIIIe siècle avec ses cours intérieures, ce meuble Ming et son jardin classique. Se réveiller dans ces cadres, c'est comme voyager dans les temps. Quant à la gastronomie, Tsufu offre une expérience unique. La cuisine Kong, développée dans les cuisines de la famille Kong pendant des siècles. Et la cuisine Kong, c'est une cuisine raffinée qui mélange les traditions du Shandong avec les exigences rituelles confucéennes. Et Rocco, pourriez-vous nous présenter la cuisine Kong? C'est intriguant. Pouvez-vous nous en dire plus? C'est fascinant, Manon. La cuisine Kong s'évertue à respecter les règles strictes liées au rite confucéen. Certains plats ne pouvaient être servis qu'à certaines occasions. D'autres étaient réservés aux invités des marques. La présentation était aussi importante que les goûts. Chaque plat devait être harmonieux visuellement. Parmi les spécialités, goûtez absolument les poulets du poète, marinés dans les vins de riz et les herbes selon une recette vieille de 500 ans. Les tofu de la longévité, préparés avec une technique secrète transmise de génération en génération et d'une douceur incomparable. Et les canards aux 8 trésors, farcis de riz gluant, châtaignes, jujubes et autres délices. On dirait que tout cela compose un véritable festin et ça donne vraiment envie. Et Rocco, y a-t-il des restaurants particuliers que vous recommandez? Oui, le restaurant du Manoir Kong, situé près de la résidence, sert une cuisine Kong authentique dans un cadre historique. Mais lors de ma visite, mon coup de cœur va au petit restaurant familial caché dans des ruelles derrière le temple. Leurs mets sont également légendaires, qui méritent bien d'être goûtés. Pour une expérience complète, participez à un atelier de cuisine Kong. Vous apprendrez non seulement les recettes, mais aussi leur signification culturelle. Et c'est également une façon merveilleuse de comprendre comment la philosophie confucienne imprègne tous les aspects de la vie quotidienne. Et pour nos auditeurs qui ne parlent pas chinois, est-ce facile de visiter Tsufu? Oui, c'est une excellente question, Manon. Tsufu est beaucoup ouvert au tourisme international ces dernières années. Dans les sites majeurs, vous trouverez des panneaux en anglais et parfois en français. Des audio-guides en plusieurs langues sont disponibles. Cependant, je recommande fortement d'engager un guide local francophone, non seulement pour la barrière de la langue, mais surtout pour la richesse des explications. Le confucianisme est une philosophie complexe et comprendre les symbolismes des lieux, les rituels, les anecdotes historiques enrichit considérablement la visite. En plus, il y avait une fois, j'avais rencontré un érudit retraité qui parle un français impeccable et peut réciter les analectes par cœur. C'est vraiment incroyable. Et beaucoup de guides
ont une approche très vivante et savent parfaitement adapter ces explications aux publics étrangers. Et puis, il y a aussi des conférences organisées par l'Institut Confucius local. Elles sont souvent traduites en anglais et permettent d'approfondir notre compréhension de la pensée confucienne. Qu'est-ce que tu veux apporter aux étrangers en ce 21e siècle? Ah, Manon, C'est pas Timothée? C'est la question essentielle. Et Tsufu n'est pas qu'une destination touristique. C'est une expérience transformatrice. Dans ce monde moderne, rapide et individualiste, la sagesse confucéenne offre des perspectives précieuses. L'importance de l'éducation et de la culture personnelle, si centrale chez Confucius, résonne particulièrement aujourd'hui. L'idée que nous devons constamment nous améliorer, non pour dominer les autres, mais pour mieux servir la société, est d'une actualité brûlante. La notion d'harmonie entre les individus, entre l'homme et la nature, entre la tradition et le progrès, offre des pistes de réflexion face aux défis contemporains. Et le respect des anciens, la valorisation de la sagesse accumulée peuvent nous aider à retrouver des repères dans un monde en mutation constante. Quelle sagesse, c'est une vision très inspirante. Et Rocco, y a-t-il eu un moment particulier à Tsufu qui vous a particulièrement marqué? Ah oui, un matin d'automne, j'étais seul dans le temple au lever du soleil. Un vieil homme est arrivé, s'est incliné devant la statue de Confucius, puis s'est mis à réciter les analectes à voix basse. Quand il a terminé, nous avons échangé quelques mots. Il m'a dit qu'il venait chaque jour depuis sa retraite pour converser avec les maîtres. Et ce qui m'a frappé, Manon, c'est que pour lui, Confucius n'était pas une figure historique lointaine, mais un guide quotidien, un ami spirituel. Cette dimension vivante du confucianisme, cette continuité à travers les millénaires, c'est cela la vraie magie de Tsufu. Quelle belle anecdote! Et pour nos auditeurs qui voudraient approfondir avant leur voyage, avoir une idée sur le confucianisme, Rocco, avez-vous des lectures à recommander? Certainement. Bon, on peut commencer d'abord par les analectes de Confucius. Ils sont disponibles dans plusieurs traductions en français pour une vision d'ensemble. Histoire de la pensée chinoise de la même auteure est remarquable. À Tsufu même, la librairie du Temple propose une excellente sélection d'ouvrages en langues étrangères. N'hésitez pas à demander conseil.